Je pense en partie que les Islandais sont loin d'être les plus brillants des hommes. Regardez cet endroit. Il est principalement constitué de roches volcaniques stériles. Les éructations répandent l'odeur fertile du soufre dans toute la campagne. Les animaux et les plantes ont déserté cette terre froide et dure, et cela aurait dû en être de même des humains. Or, comme on le sait tous, l'homme est une espèce stupide, extrêmement déterminée, qui vit parfois là où il n'est pas le bienvenu. Au cours des 100 dernières années, les Islandais ont trouvé le moyen non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Ils sont devenus certains des meilleurs pêcheurs du monde. Ils ont développé des solutions pour résoudre les problèmes. Ils ont même trouvé le moyen de transformer leur amour des sagas, du folklore elfique et des contes en gigantesques entreprises. C'est un état dans lequel le sol et cette bataille incessante contre la nature ont une profonde incidence sur la technologie du pays. L'économie du Nord. Les Islandais vaquent à leurs occupations quotidiennes, assurés que 100% de leur énergie est renouvelable. C'est en partie grâce à ça que l'Islande a fait de ses volcans des alliés, exploitant les poches géothermiques pour réchauffer les maisons et l'eau, ainsi que les barrages hydroélectriques pour produire de l'électricité. Une autosuffisance énergétique qui est la clé de sa prospérité. Le pays espère désormais exporter son énergie verte. D'astucieux ingénieurs ont créé une éolienne originale et robuste qui sera utilisée pour alimenter des résidences d'été isolées et des équipements industriels distants. Elle fournira également de l'énergie verte aux zones rurales d'outre-mer. Sur le bord de l'autoroute, à une trentaine de kilomètres de Reykjavik, cette petite éolienne qui alimente des équipements de télécommunications tourne toute la journée. Dans le centre de Reykjavik, des versions plus petites sont installées au-dessus d'un arrêt de bus. Elles alimentent une borne Wi-Fi, un panneau publicitaire et une borne de recharge pour smartphone. Dans une banlieue industrielle à la périphérie de la ville, une entreprise dénommée Iceland, installée dans une centrale à charbon désaffectée, construit ses turbines à la main. Elle est dirigée par M. Thor, le directeur commercial de l'entreprise. Et c'est un ancien ingénieur nucléaire. C'est une éolienne à 7 axes verticaux. Au cas où vous l'auriez raté, il s'agit d'une éolienne à axe vertical Savonius, pour ceux qui aiment les turbines. Techniquement, il s'agit d'une technologie ancienne qui remonte à l'Empire perse ou un truc du genre. Nous avons repris le modèle de base et l'avons modernisé en utilisant des matériaux tels que la fibre de carbone, l'acier inoxydable, pour la rendre hyper solide. Nous avons conçu et taillé les pales de sorte que l'éolienne ne soit jamais en sur-régime. Ce système que nous venons de mettre au point est très simple et coûte peu cher. Il peut résister à des conditions météorologiques très rudes. Et le climat ici constitue un réel problème. Voici ce qui peut arriver à une éolienne classique en cas de vent excessif. En Islande, les éoliennes durent environ 3 ans avant que le climat n'ait raison d'elles. La configuration des éoliennes Iceland leur permet de fonctionner par faible vent et de ne pas tourner de manière incontrôlée par vent fort. Et au-delà de tout ça, elles sont cool. Les gens ne comprennent pas ce que c'est quand ils les voient. Ils croient que c'est une simple sculpture ou un truc du genre. Ils ne comprennent pas que c'est un dispositif de production d'énergie. Nous avons donc commencé à accorder davantage d'attention au design, à l'apparence, aux courbes et aux autres éléments de ce genre.
L'entreprise procède à des essais dans tout le pays et prévoit de commercialiser ses éoliennes au niveau mondial dans le courant de l'année. Thor est impatient de tester le savoir-faire d'Iceland sur une plus grande échelle. Nous avons été longtemps mis de côté. Nous aurions déjà bien avancé sur plusieurs choses. Faire preuve d'innovation est un combat de tous les instants. Contrairement à la plupart des gens, je ne suis pas venu en Islande pour admirer le paysage ou le premier macareux de la saison. Non, cela ne constitue pas la finalité de mon voyage. Je suis ici pour le chaos urbain, l'ivresse de la joie, l'explosion d'émotions brutes et ce phénomène culturel appelé Eve Fanfest. Alors, attachez votre ceinture, car les choses vont devenir bizarres. Des milliers de nerds se rendent chaque année à Reykjavik pour célébrer Eve Online, un jeu en ligne massivement multijoueur qui se déroule dans l'espace. Durant 3 jours, les joueurs, déguisés en leurs personnages préférés, se réunissent et font leurs emplettes parmi une quantité infinie de cadeaux. On devrait en acheter un pour avoir un avant-goût de ce qui nous attend? Un grand tournoi en direct est également organisé pour déterminer l'un des futurs souverains de l'univers d'Eve. Notre nouveau chef sera couronné et les perdants se sacrifieront rituellement. Cela ne devrait pas durer très longtemps. Ils s'échangent coup pour coup dans cette finale. Le capitaine s'incline. Les gagnants sont Tess et Marco. Au détour d'un couloir, vous vous retrouverez rapidement confronté à une grande variété d'espèces de geeks. Combien d'heures par jour vous jouez? Je me connecte à Eve probablement 6 heures par jour, 7 jours sur 7, si je n'ai rien d'autre de prévu. On se connecte au moins 2 à 3 fois par semaine, on rejoint des flottes et on tue des gens. Ça ne s'arrête jamais. Et si vous manquez une journée, vous pouvez vous rattraper le lendemain. Certaines personnes peuvent sembler les plus gentilles que vous ayez jamais rencontrées, puis s'avérer aussi impitoyables que des voyous et des bandits. À la base, Eve Online est un jeu de guerre qui se déroule dans l'espace. Les joueurs construisent leurs personnages à partir de rien. Ils se regroupent par milliers de vaisseaux de ce type pour former des armées et mener des batailles qui peuvent durer des mois, voire des années. Créé en 2003, Eve est aujourd'hui un vaste univers presque aussi riche et complexe que le monde réel, doté d'un système politique et d'une hiérarchie sociale très élaborée. Son économie, tout aussi complexe, dépend d'1 milliard de transactions et d'une grande main-d'œuvre. Tous les vaisseaux, toutes les armes et les pièces de votre vaisseau, les drones ainsi que les canons ont été construits par quelqu'un. Eve étant composée d'un grand nombre d'éléments, c'est énorme. Avant de partir au combat, les joueurs passent des semaines à extraire des matériaux pour construire des vaisseaux et des armes. Ce Titan est l'un des plus grands vaisseaux de ce genre. Sa fabrication peut durer 6 semaines pour une longueur de plus de 8,5 miles. Les membres de la coalition ont passé des années à se procurer leur équipement spatial et ils peuvent tout perdre en prenant une mauvaise décision. Quel est le sentiment le plus bas que vous ayez jamais éprouvé? Le plus bas sentiment que j'ai éprouvé a été de perdre mon propre Titan. Il n'a rien de tel que de perdre en un clin d'œil environ 6 000 $ de valeur réelle en équipement virtuel. La plupart des jeux de ce genre répartissent les joueurs en groupes de quelques milliers de personnes et confient à chacun des missions à accomplir, bien que ce ne soit pas au tout début. Dans ce jeu, tous les joueurs habitent dans le même univers et décident collectivement du déroulement de la partie. Ce qui fait d'Eve une histoire sans fin, une expérience collective extraordinaire. Nous tous, des 400 000 personnes qui faisons partie de ce jeu, jouons ensemble. On apprend à se connaître.
Certains sont des stars dans l'espace et d'autres des hommes politiques. Les gens savent qui ils sont. Si vous êtes un héros ou un méchant dont le nom et la réputation sont connus d'un demi-million de personnes, nous essayerons de vous faire tomber ou de vous suivre. De nombreux jeux permettent de s'évader, mais pas autant qu'Eve. Ici, le plus placide devient un grand guerrier et les timides, des personnalités mondaines. Dans Eve, vous devenez quelqu'un de plus important, ou du moins une personne différente de celle que vous êtes dans la vie réelle. Et vous devez en subir les conséquences. Bonjour, je m'appelle Charles White. Je suis un joueur de Max Singularity sur Avonline et la créature que j'arbore est un objet en jeu. On l'appelle Epheto. Quel est votre rôle dans le jeu? Étant un peu plus âgé, je me suis mis à donner des conseils sur la communication et les joueurs m'ont nommé Pape Dev Online. J'accorde des bénédictions. J'ai célébré 2 mariages dans le monde réel et béni 6 bébés. Notre chaîne de commandement se présente de la même manière que chez la plupart des autres. Tenez Pac 10, mécanicien la journée, mais lorsqu'il se connecte, il devient un commandant de flotte avec des centaines de soldats prêts à suivre ses ordres. J'en ai mené un peu plus de 700. Certains en ont dirigé des milliers. Avez-vous l'impression d'avoir 2 vies? Non, j'ai l'impression d'en avoir qu'une seule. C'est très compliqué. J'essaye de ne pas séparer ce que je fais dans Eve de la réalité, car cela a une incidence. En même temps, je fais en sorte de ne pas laisser le jeu devenir si réel au point de renoncer à certaines choses dans mon vrai travail ou à mes amis du monde réel. On pourrait facilement qualifier les joueurs d'Eve de nerds obsédés des jeux en ligne. Mais ce serait mal jugé de la profondeur de ce jeu et de l'expérience de la FanFest. Les liens qui se créent et s'établissent en font des membres d'une sorte de famille élargie. Je suis venu ici 4 fois et j'ai retrouvé les mêmes gars. C'est comme s'ils font désormais partie de vous, car vous jouez avec eux depuis des années. Sincèrement, je m'amuse beaucoup à chaque fois que j'ai l'occasion de sortir et de passer du temps avec mes frères nerds. Vous jouerez à Eve toute votre vie? Probablement. Je ne me suis jamais imaginé ne pas y jouer. Il y a suffisamment de choses dans ce jeu pour garantir votre intérêt. Il y a tellement de choses que j'ignore encore à ce stade. Si vous me demandez ce qu'est l'espace de trou vert, je ne saurais vous dire comment ça fonctionne, même si je sais que ça existe et que je peux passer à travers un. Mais je ne l'ai jamais expérimenté ou vu ce qu'on peut y faire dedans. Il y a tant de choses à découvrir sur Eve, un monde si vaste dont on peut faire partie. Après avoir passé la journée avec vos compagnons de guerre de l'espace, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, la tournée des bars. C'est une tradition, la FanFest commence à 9 h et se termine à 17 h. Je vais voir si j'y arrive. Regarder ces joueurs faire la fête ensemble est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a quelque chose de tellement humain et d'attachant à voir ces gens dans leur élément qui s'expriment librement. Et bon sang, qu'est-ce que c'est difficile de ne pas se joindre à eux? Après avoir rencontré plusieurs joueurs d'Eve, on se rend compte d'une chose. Le jeu a tendance à attirer des personnes intelligentes, passionnées et parfois sournoises. Gérer de telles personnes est difficile. C'est un peu comme diriger des chats désaxés sous emprise de la drogue. Depuis 13 ans, cette tâche incombe au CCP Games, le studio de jeux islandais qui a créé Eve. Le jeu ayant peu de règles, CCP a dû travailler main dans la main avec les joueurs pour le façonner et introduire de nouveaux articles à acheter dans de nouveaux endroits à visiter. Certains éléments clés provenant des 2 parties sont présentés lors de la FanFest, où des sujets importants tels que les trous de verre sont abordés. Vous souciez-vous de la difficulté que nous avons à ce stade à travailler sur de vrais trous de verre? Pensez-vous que ça soit le bon équilibre? La dimension de cette relation bilatérale est unique dans l'industrie du jeu. Bienvenue à Eve 5 Phase 2016. L'une des principales personnes à avoir défini la vision d'Eve est son PDG de toujours, Hilmar Patterson, qui devient quelque peu philosophe quand il s'agit de l'Islande et l'impact de la science-fiction et d'Eve dans l'évolution de l'espèce humaine.
Pourquoi est-il si important que le jeu se déroule en Islande? Lorsque vous grandissez en Islande, vous avez l'impression qu'à tout moment, vous pouvez mourir dans ce pays si vous ne faites pas attention. Il y a des volcans, des blizzards, des avalanches, et Dieu sait quoi d'autre. Vous devez vraiment vous serrer les coudes face aux éléments. Eve a connu des débuts modestes. 3 jeunes Islandais, férus d'informatique, ont réuni des fonds pour créer Eve en vendant un jeu de société appelé Head Ishmael, ou Danger Game en anglais, qui a connu un succès retentissant. Une fois les fonds en main, ils sont passés de la table de salle à manger aux étoiles en réalisant une magnifique et emblématique interprétation de la vie dans l'espace. Comme imaginé par Himmler, Eve est une feuille de route de la société interstellaire. Nous avons conçu ce jeu de sorte à inspirer la destinée manifeste de l'humanité, qui est de s'étendre au-delà de notre planète. C'est en quelque sorte ce qui nous rapproche le plus aujourd'hui d'une vie dans l'espace. Nous pensons qu'en permettant à des centaines de milliers, voire des millions de personnes, de vivre cette expérience et ce rêve, cela renforcera en nous ce désir et cette volonté de le rendre concret. CCP vient de sortir un nouveau jeu appelé Valkyrie. Il s'agit d'un jeu de guerre spatiale purement explosif. Conçu pour ces nouveaux casques de réalité virtuelle lancés sur le marché. Des investisseurs ont récemment injecté de l'argent dans CCP en pariant sur une fusion des meilleurs éléments d'Eve et de Valkyrie pour en faire le premier réseau social virtuel digne de ce nom. Comment envisagez-vous l'évolution de toute cette technologie? Nous voulions que Valkyrie soit une expérience plus immersive, que ce soit quelque chose qui ait un impact immédiat sur votre état émotionnel. Avec Eve, c'est différent, parce que c'est plus lent et méthodique. C'est plus cérébral qu'émotionnel. Notre rêve ultime est de fusionner ces deux concepts. Hilmar n'a pas inventé Eve, mais ce gars, oui. C'est Runar Andersson, l'un des 3 co-créateurs du jeu. Il m'a expliqué l'origine d'Eve près d'un monument situé à côté de la marina de Reykjavik. Il a été construit en l'honneur des joueurs d'Eve, leur pseudo étant gravé sur le socle. Tout au long du FanFest, les gens viennent se recueillir sur leur nom et rendre hommage au jeu. C'est un jeu très passionnant. Et le plus étrange est que, lorsqu'on s'y connecte, on n'a pas l'impression de jouer à un jeu, mais plutôt d'être dans le monde réel. Et les gens le ressentent, car il est vraiment question d'interaction entre humains. Il s'agit d'émotions humaines, de tout ce qui fait de nous des êtres humains. À votre avis, pourquoi les gens, malgré tout ce qu'ils ont dans leur boulot, éprouvent le besoin de venir en embrasser un autre et cherchent ensuite à retrouver ce sentiment une fois chez eux? C'est un peu étrange et tordu. C'est un monde utopique et parfait, mais déchiré par des guerres, des conflits, etc. Mais tout le monde peut aspirer à devenir quelqu'un de grand. À la fin du FanFest, les joueurs et les employés de CCP fêtent l'événement lors d'une soirée endiablée au Harpa Concert Hall. Un dernier moment ensemble sur fond de blues et de heavy metal avant de rentrer chez soi et de retrouver le marasme de la vie normale. Cet endroit est empreint de lyrisme, qu'il s'agisse de la manière dont les gens tissent des histoires dans leur vie quotidienne, qu'ils semblent célébrer la souffrance ou aborder la technologie et l'intégrer à leur culture. Ce pays témoigne du triomphe de la volonté humaine et du pouvoir de l'imagination. C'est le genre d'environnement qui vous incite à vous perdre dans vos pensées et à vous réjouir au plus profond de votre être.
Canada. Alors que c'est l'automne au Canada, je me souviens de toute la beauté, l'innocence et les plaisirs sans armes à feu que nous offrent nos voisins du Nord. La majesté de Toronto, les vastes patinoires de hockey et les litres de sirop d'érable que vous pouvez boire à volonté sans culpabiliser tellement il est pur et nourrissant. Ce changement de saison est aussi l'occasion idéale de rencontrer l'une des créatures les plus prisées du Canada, le nerd d'intelligence artificielle. Depuis l'apparition des ordinateurs, on rêve de les doter d'une intelligence artificielle. Je suis un garçon intelligent, car j'ai un cerveau très brillant. C'est la chose la plus remarquable que je n'ai jamais vue. L'IA est simplement un ordinateur capable d'imiter ou de simuler la pensée ou le comportement humain. Par ailleurs, elle comprend un sous-ensemble appelé apprentissage automatique qui constitue aujourd'hui l'élément le plus intéressant en matière d'intelligence artificielle. En permettant aux ordinateurs de résoudre par eux-mêmes des problèmes, l'apprentissage automatique a permis de réaliser une série d'avancées qui semblaient jadis presque impossibles. C'est grâce à elles qu'ils sont capables de reconnaître votre voix, de détecter le visage d'un ami sur une photo ou de diriger une voiture. C'est aussi la raison pour laquelle les gens, parlant activement de l'avènement d'humanoïdes, dotés d'IA, se demandent si ce serait une bonne chose ou une horrible fin des temps. Plusieurs personnes ont constitué à rendre ce moment possible, mais l'une d'elles sort du lot. Je me rends à l'université de Toronto pour rencontrer celui qu'on appelle le parrain de l'intelligence artificielle moderne, Geoff Hinton. À cause de troubles du dos, Geoff Hinton est incapable de s'asseoir depuis plus de 12 ans. Je déteste me tenir debout à cause de mes épaules. Mais si je m'assois, ne serait-ce que 2 secondes, heureusement, les bureaux debout sont aujourd'hui à la mode. Oui, mais j'ai pris de l'avance. Je me tenais déjà debout quand ils n'étaient pas encore à la mode. Ne pouvant s'asseoir ni dans une voiture ni dans un bus, Hinton se rend partout à pied. Une marche qui en dit long sur lui et sa détermination. Pendant près de 40 ans, il a essayé de développer sur des ordinateurs des facultés d'apprentissage propres à l'homme, une quête que presque tout le monde a jugée insensée, ou du moins sans espoir jusqu'à ce qu'il révolutionne le secteur. Pour Google, Apple et moi, il s'agit là de l'avenir de la société, mais mon département trouve tout cela absurde et estime que nous devrions arrêter là les frais. En gros, j'ai réussi à convaincre tout le monde, sauf mon propre département. Geoff Hinton a très tôt été fasciné par le fonctionnement de l'esprit. Il a commencé à s'intéresser à la psychologie, à l'anatomie du cerveau, puis à la psychologie. Mais finalement, il a opté pour une approche plus informatique concernant la modélisation du cerveau et s'est lancé dans l'intelligence artificielle. Mon sentiment est que, si vous voulez comprendre un système aussi complexe que le cerveau, vous devez en construire un. Prenez les voitures. On peut penser qu'on en comprend le fonctionnement, jusqu'à ce qu'on essaye d'en construire une et que l'on se rende compte qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place sous le capot. Sinon, ça ne marche pas. Tandis que Geoff réfléchissait à ses idées, il a été inspiré par des chercheurs en IA de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Frank Rosenblatt. À la fin des années 50, Rosenblatt a mis au point ce qu'il a appelé un perceptron, c'est-à-dire un réseau neuronal, un système informatique qui reproduit l'activité cérébrale. À l'origine, il s'agit d'un ensemble de petites unités appelées neurones,
Ce sont de petites unités de calcul calquées sur la manière dont le cerveau humain effectue ses calculs. Elles reçoivent des données comme nous le ferions grâce à nos sens, ce qui leur permet d'acquérir des connaissances. Le réseau neuronal peut ainsi apprendre à prendre des décisions au fil du temps. Rosenblatt espérait qu'il suffirait de transmettre au réseau neuronal un ensemble de données, comme des photos d'hommes et de femmes, pour qu'il finisse par apprendre à les différencier, comme le ferait un être humain. Seul problème, cela ne fonctionnait pas très bien. Son réseau neuronal ne comportait qu'une seule couche de neurones dont les capacités étaient très limitées. À la fin des années 60, un de ses confrères a publié un livre dans lequel il relevait ses limites, ce qui a en quelque sorte stoppé toutes les recherches dans ce domaine pendant une bonne douzaine d'années. Plus personne ne voulait travailler dessus, persuadé que cela ne marcherait jamais. Enfin, presque personne. Il m'a semblé évident que c'était la bonne voie à suivre. Le cerveau est un grand réseau neuronal. Cela devait donc marcher, car c'est ainsi qu'il fonctionne. Je n'en ai jamais douté. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre dans cette voie alors que tout le monde abandonnait? Était-ce seulement parce que vous pensiez que c'était la bonne direction à suivre? Les autres se trompaient, tout simplement. Hinton pense avoir trouvé comment fonctionnent ces réseaux neuronaux et entend bien poursuivre dans cette voie, coûte que coûte. Pendant un certain temps, il a fait la tournée des instituts de recherche aux États-Unis. Agacé que la plupart d'entre eux soient financés par le ministère de la Défense, il se met en quête d'un autre endroit. Quand soudain, il entend parler du projet de financement de l'intelligence artificielle au Canada. Cela m'a beaucoup séduit. Enfin, une ville civilisée dans laquelle je pouvais aller et m'y mettre. Je suis alors arrivé à l'université de Toronto et, au milieu des années 80, on a découvert comment créer des réseaux neuronaux plus complexes, capables de résoudre des problèmes que de simples réseaux ne parvenaient à résoudre. Avec des confrères, ils ont mis au point un réseau neuronal multicouche et profond qui a plutôt bien fonctionné. Sauf que là encore, ils se sont heurtés à une limite. Entre les années 90 et 2000, Jeff est l'une des rares personnes au monde à poursuivre ses recherches sur cette technologie. Il était mis à l'écart lors des conférences académiques, traité comme un véritable paria. Mais obsédé par le sujet, il n'a rien lâché. Il a poursuivi dans cette lancée jusqu'en 2006 environ, lorsque le monde s'est rangé à ses idées. Le développement des ordinateurs a été rapide. Ils fonctionnent désormais comme je pensais qu'ils feraient au milieu des années 90. Ils arrivent à tout résoudre. L'avènement de puces ultra rapides et la quantité astronomique de données produites sur Internet ont donné un coup de pouce magique aux algorithmes de Hinton. Les ordinateurs sont soudain devenus capables d'identifier le contenu d'une image, de reconnaître un langage et de traduire d'une langue à l'autre. En 2012, les termes réseaux neuronaux et apprentissage automatique faisaient la une du New York Times. Accueillons maintenant le professeur Geoffrey Hinton de l'Université de Toronto. Pour Hinton, ce moment est une véritable rédemption. Aujourd'hui, il est devenu une célébrité dans le domaine de la technologie. Pour le Canada, c'est le moment ou jamais. Il possède le plus grand nombre de chercheurs en IA que n'importe quel autre endroit du monde. Le tout aujourd'hui est découvrir ce dont ils sont capables quant à la création d'entreprises et le développement de la technologie. Je vais entreprendre un voyage à travers le Canada pour découvrir ce qui se fait de mieux en matière d'IA et me faire une idée du chemin parcouru ainsi que celui qu'il reste encore à parcourir. Une des villes qui se retrouve au cœur de la tension entre la vie moderne et la révolution de l'IA est Montréal. Un bel endroit plein de charme d'antan, où vous pouvez tranquillement déambuler dans les rues, vous détendre un moment
et vous perdre dans vos pensées. C'est aussi l'un des plus grands centres de recherche en intelligence artificielle au monde. Des étudiants du monde entier affluent ici pour se familiariser avec l'apprentissage automatique et s'inspirer des idées de Geoff Hinton afin de concevoir des produits du quotidien. Pour se rendre compte de ce succès, il suffit de regarder dans sa poche. Au départ, tout cela n'était que de l'informatique pure et dure. Mais au cours des 5 dernières années, l'IA a envahi notre quotidien. Votre smartphone regorge d'applications alimentées par l'IA, telles que Google Translate, qui, juste en dirigeant votre téléphone sur un magazine rédigé en français, vous permet de le lire comme si vous étiez un natif. Des ingénieurs ont essayé pendant longtemps de faire traduire ce type de texte par des ordinateurs, mais c'est finalement le réseau neuronal de Geoff qui a permis de rendre cela possible. Et cela ne concerne pas seulement les smartphones. Les réseaux neuronaux se lancent à l'assaut du monde. Voici mon ami, Stéphane, président du club Tesla de Montréal. Je suis au volant de ma Tesla pendant un peu plus de 40 heures. Les gens demandent tout le temps à faire un tour en voiture? Oui, tout le temps. Peut-être est-ce à cause de son pantalon fantaisie de pilote automobile. Tesla dispose d'un système de conduite semi-autonome qui se déclenche lorsque les conditions de circulation sont favorables. Donc voilà la zone de pilotage automatique? Oui. Et elle se met à rouler toute seule. Évidemment, il faut rester vigilant, mais nul besoin de conduire. C'est fou. Les voitures autonomes sont truffées de caméras, de capteurs et de radars. Les neurones convolutifs dont elles sont dotées leur permettent de se faire une représentation de l'environnement. Des progrès restent encore à faire. Mais cette Tesla peut d'ores et déjà détecter toutes les voitures qui l'entourent, changer de voie et se garer toute seule. Merci, Geoff. Donc tu vis dans le futur. Il est très difficile de s'en passer. Après l'avoir essayé une fois, car on peut ainsi se détendre tout en roulant tranquillement, c'est un panneau d'arrêt. Voilà pourquoi il faut toujours rester vigilant. L'héritage de Hinton ne se limite pas qu'à ces exemples d'IA dans le monde. Une grande partie se trouve bien au-delà de tout ça. Il a également inspiré de nombreux disciples qui se chargent de répandre la bonne parole concernant les réseaux neuronaux. Yoshua Bengio est professeur de l'université à Montréal. Il fait partie des chercheurs ayant adhéré aux idées de Hinton, alors même que celles-ci semblaient dénuées de sens. Au fil des ans, ils forment un binôme avec Hinton et, ensemble, ils élaborent un bon nombre de concepts clés de l'IA moderne. Après avoir longtemps travaillé dessus, entre les années 80, 90 et 2000, il semble qu'on soit passé d'une simple recherche informatique à ce qu'on voit partout aujourd'hui dans notre quotidien, un usage parfois très surprenant. Que s'est-il passé au cours de ces 5 dernières années qui explique cette omniprésence dans nos téléphones? La vitesse à laquelle les choses ont progressé et qu'on a mis les produits industriels sur le marché est totalement inattendue. Aujourd'hui encore, il est difficile de prédire vers quoi nous évoluons, si cela ralentira ou si nous continuerons de connaître cette croissance exponentielle. C'est grâce à Joshua que Montréal regorge de diplômés en IA de haut niveau. Ce qui a conduit les géants de la technologie, comme Google et Facebook, à s'installer dans la ville avec leur carnet de chèques bien rempli. Il paraît que lorsque tu es doué en IA, tu peux gagner 2 à 300 000 $ par an. C'est fou de voir combien ces gens sont payés aujourd'hui. $1 million est assez courant comme salaire, oui. Un pays a-t-il déjà proposé de vous verser une somme faramineuse pour que vous veniez y installer un laboratoire? Un pays, non, mais des entreprises, oui.
Mais Joshua a rejeté toutes ces offres lucratives. Il préfère rester dans la tour d'ivoire du milieu universitaire qui correspond mieux à son approche philosophique en matière d'IA. Que ressentez-vous lorsque vous entendez des types comme Elon Musk ou jadis Stephen Hawking présenter ces technologies sous un jour très sombre en prétendant qu'elle pourra s'emballer et commencer à faire des choses par elle-même? Cette technologie, qui devient incontrôlable comme dans Terminator, n'est pas très crédible pour moi. Si nous sommes capables de construire des machines aussi intelligentes que nous, elles seront en retour assez intelligentes pour comprendre nos valeurs et notre système moral et donc agir dans notre intérêt. Néanmoins, il existe de réelles inquiétudes concernant notamment l'utilisation abusive de l'IA pour manipuler l'esprit des gens, comme c'est le cas de certaines publicités politiques. Oui, ça s'est déjà produit avec Facebook. Nous devons nous montrer prudents et essayer de réglementer son utilisation dans les cas où elle est contraire à la morale ou l'éthique. Il ne sert à rien de l'interdire ou de la rendre illégale. C'est bien que Joshua s'en soucie, car une fois passé les portes de l'université, la réalité est tout autre. Cette petite pièce arbitre une start-up appelée Lyrebird. Fondée par d'anciens étudiants de Joshua, elle a créé une application capable de cloner votre voix. Vous parlez de ce nouvel algorithme capable de reproduire votre voix? C'est énorme. Il peut vraiment vous faire dire n'importe quoi. Expatrié mexicain, José, l'un des fondateurs, m'a initié à l'art du clonage. Vous devez effectuer un enregistrement audio de quelques minutes. Des milliers de lettres défilées sur l'écran de l'auteur amateur. Quand on commence à manger comme ça, c'est qu'il y a un problème. Vous feriez mieux d'arrêter la politique et de prendre une douche. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Maintenant, créez ma voix numérique. OK. La génération de votre voix numérique prendra minimum 1 minute. 1 minute seulement. Pour générer la voix de synthèse d'une personne, il faut qu'elle s'enregistre pendant au moins 8 heures. Testez votre voix. C'est bon. Voilà la bande réseau. Moment de vérité. Une fois que l'IA Lyrebird a opéré sa magie et que j'ai terminé de saisir mon texte, tous les mots enregistrés dans l'application peuvent être restitués par ma voix numérique. Et le plus fou, même les mots que je n'ai jamais prononcés. L'intelligence artificielle semble se développer très rapidement. Faut-il s'en faire? On dirait vraiment ma voix. C'est très intéressant. Ce sont des mots choisis au hasard, dont certains que je n'ai jamais prononcés. Et c'est justement incroyable de pouvoir construire des phrases à partir de mots choisis, comme ça, au hasard. Hello World est le meilleur programme que je n'ai jamais vu. Présentée comme ça, cette technologie semble inoffensive. Mais elle se prête à toutes sortes d'escroqueries. De retour à mon hôtel, j'ai voulu tester la technologie Lyrebird et fort de constater qu'il existe des moyens évidents d'en abuser. Par exemple, ce faux discours de Donald Trump. Les États-Unis envisagent, en plus d'autres options, de cesser tout commerce avec tout pays qui ferait affaire avec la Corée du Nord. À présent, imaginez que quelqu'un puisse utiliser votre voix pour semer la pagaille dans votre vie personnelle. Pour vraiment mettre ma voix de synthèse à l'épreuve, je vais appeler ma chère et tendre maman et voir si elle me reconnaît. Salut maman, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Il n'y a pas d'électricité depuis le matin, nous traînons à la maison. Je termine mon travail en attendant que les garçons rentrent à la maison. D'accord. Je crois que je couvre un virus. Tu ne te sens pas bien? Je plaisante. Tu étais en train de parler avec l'ordinateur. Pourtant, on aurait dit que je causais avec toi. C'est incroyable. C'est effrayant ou c'est bien? Cela aurait été inquiétant s'il s'était agi de quelque chose de très important. Là, maintenant, c'est toi qui parles ou bien?
Je ne sais pas. On dirait que c'est toi. Tu en es certaine? Oui? Les vrais férus d'intelligence artificielle au Canada vivent ici, à Edmonton. Une grande et très froide ville, très plate, située plus ou moins au milieu de nulle part. Le genre d'endroit qui dispose d'un immense entrepôt en forme de beurrier pour assurer la survie de la population durant les mois d'hiver. Les Canadiens se plaisent à expliquer de la meilleure façon possible qu'ils doivent leur caractère si particulier à ces conditions. Posez la question à n'importe qui, ce type de l'Office du tourisme d'Edmonton par exemple. Edmonton fait partie de ces villes qui ne figurent pas automatiquement dans la liste des villes principales du Canada en termes de taille, d'échelle ou même d'avis, mais a toujours été parmi les plus soignées. On y retrouve cet esprit d'indépendance occidentale propre à l'Alberta en général, associé à une conscience et à une attention toute particulière. C'est à l'Université de l'Alberta que sont menées certaines des recherches les plus poussées au monde en matière d'intelligence artificielle. L'homme que je viens voir est Rich Sutton, le parrain de l'IA de l'université et l'un des plus grands révolutionnaires de ce domaine. Vous n'êtes pas Canadien. Je suis Canadien, mais pas de naissance. Effectivement, je suis né aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je me considère comme un Canadien à part entière. D'accord, et pour quelle raison vous êtes-vous installé au Canada? Le système politique. J'avais besoin de m'éloigner de ces temps difficiles que traversaient les États-Unis. En 2003, lorsque je suis arrivé ici, le pays menait des invasions contre d'autres États, mais tout cela ne m'intéressait pas. Tout à coup, au milieu des années 80, il se lance dans le domaine de l'intelligence artificielle, convaincu, comme Jeff Hinton et Joshua Bengio, de l'utilité des réseaux neuronaux. Toutefois, il a une vision différente de la manière de faire évoluer ces technologies. Contrairement à la méthode de Hinton, qui consiste à alimenter les réseaux neuronaux de tonnes de données en leur indiquant quoi faire, Sutton propose de le faire plus naturellement en se basant sur l'expérience. Une approche qu'il baptisera l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement semblable à ce que font les animaux et les êtres humains. Ils essayent plusieurs choses, celles qui fonctionnent le mieux, ils les gardent, et celles qui fonctionnent le moins bien, ils cessent d'y recourir. Et comment apprend-on à un ordinateur de le faire? Il suffit d'en avoir conscience. L'ordinateur doit savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pourquoi il émet un signal appelé récompense. Lorsqu'elle est élevée, ça veut dire que c'est bon, et lorsqu'elle est basse, que c'est mauvais. Pour tester cet apprentissage par renforcement, j'ai fait appel à Marlove, un jeune Brésilien assidu qui a créé une IA pour jouer aux jeux vidéo à sa place. Son algorithme joue à la partie des milliers de fois, en apprenant au fur et à mesure à faire mieux. C'est vous la tache jaune? Vous devez récupérer le maximum de portions possibles tout en évitant les récoltes. On dirait que c'est la première fois que l'IA s'y met. Oui, c'est la première fois. Lorsqu'elle se heurte à des objets et qu'elle gagne des points, elle est heureuse. Mais lorsqu'elle meurt, elle est malheureuse. Oui, cette IA commence à comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Jetons maintenant un coup d'œil à l'autre qui a déjà fait 5000 parties. Voilà à quoi ça ressemble. On voit que sa stratégie est plus habile. Que se passe-t-il si elle fait 500 000 parties? Nous atteignons un niveau de performance surhumain. Bien que chercher à réaliser le meilleur score possible soit un objectif noble, l'apprentissage par renforcement offre bien d'autres possibilités d'application. C'est à elle qu'on doit l'algorithme qui permet de recommander des films et des séries télévisées sur Netflix et Amazon. Il a battu le champion du monde de Go, un exploit que l'on croyait impossible pour un ordinateur. Bientôt, il sera à même de lire vos ondes cérébrales et de déterminer si vous souffrez d'un trouble mental. Mais pour Sutton, tout ceci n'est qu'un début. Notre objectif est de recréer une véritable intelligence, une intelligence semblable à celle de l'homme. Selon lui, l'apprentissage par renforcement est la voie vers ce que les futurologues appellent la singularité, c'est-à-dire ce moment où nos IA seront si développées qu'elles transcenderont l'intelligence humaine.
À quand prévoyez-vous cette singularité? C'est une distribution de probabilité assez large dont la médiane se trouve en 2040. Cela veut dire qu'il y a autant de chances que ce soit avant ou après 2040. Mon raisonnement est le suivant. D'ici 2030, nous aurons le matériel nécessaire. Il faudra donc accorder 10 ans de plus à des gens comme moi pour mettre au point les algorithmes et les logiciels qui iront de pair avec ce matériel. Ça va être passionnant. Si 2040 vous semble bien loin pour rencontrer un robot intelligent, ne vous inquiétez pas. Dans l'aile expérimentale de l'université, les étudiants travaillent d'arrache-pied pour estomper la frontière entre l'humain et la machine. Es-tu humain? Bien sûr que non. Mais cela ne nous empêche pas de discuter. C'est le cas de ce génie local d'Edmonton, Cory Mathewson. Parlez-moi un peu de ce bonhomme. Oui, bien sûr. Je te présente Blueberry. Il est doté d'un système d'improvisation artificielle actif actuellement. Oui, vous avez bien entendu. Cory fait de l'improvisation avec un robot. Je fais de l'improvisation depuis bien plus longtemps que je ne fais de l'informatique. Depuis 12 ans. J'ai pensé qu'il n'y avait pas de convergence plus naturelle que de mettre en scène ces systèmes à la pointe de la technologie. Un jour, nous irons sur la Lune si cette planète n'est pas la dernière. Il y a le ciel, la Lune, l'univers, le Soleil. Le ciel, la Lune, l'univers, le Soleil. Je crus que l'autre gars était un ventriloque d'un autre genre. Ce qu'il y a de différent est que je ne sais jamais ce qu'il dira. Blueberry, je t'ai créé. J'ai téléchargé une voix dans ton cerveau pour que tu puisses te produire devant tous ces gens. Je ne sais pas ce que je vais dire. Moi non plus, je ne sais pas ce que tu vas dire. Pour conférer à Blueberry cette capacité surréelle d'improvisation propre aux Canadiens, Cory a recouru à une technique qui devrait maintenant vous être familière, le réseau neuronal. Étape 1, il a alimenté le réseau de dialogue d'un grand nombre de films. 102 000 films pour être exact. Tous les films depuis 100 ans. Afin qu'il apprenne la langue, qu'il voit comment réagir face à quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. J'ai construit une sorte de modèle de langue. Étape 2, il a utilisé l'apprentissage par renforcement pour entraîner le réseau, le récompensant lorsque ce qu'il dit a du sens et le punissant lorsqu'il débite du charabia. L'heure est venue de mettre à l'épreuve ce petit apprenti. Début de l'improvisation. Ok, les campeurs. Vous êtes prêts pour un vrai match de baseball? Prenez vos gants et vos battes et allons-y. Surtout toi, Franklin. Bien sûr, ils ne seront plus pour longtemps. Pourquoi n'êtes-vous pas prêts pour le match? Si j'étais ton petit ami, je n'aurais pas d'autres bonnes nouvelles. Ok, allez Franklin. Tu sais ce que je ressens pour toi, mais tu dois garder la tête froide en ce moment. S'il dit qu'il ne s'est pas arrêté là, quand tu es parti, que feras-tu? Il t'a bien eu là. Laissez-moi te montrer ce qu'il adviendra de ton équipe une fois que tu ne seras plus là. Nom de Dieu, pose cette batte, Franklin. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien à cacher? Je n'ai rien à cacher. Je suis tel que tu me vois. C'était super, évidemment. Certaines des réponses sont un peu bizarres, mais c'est très amusant parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, tout se passe à merveille. Et c'est d'autant plus hilarant. Blueberry n'est peut-être pas encore prêt pour une deuxième audition en ville. Mais Cory a un objectif plus ambitieux, celui de rendre l'IA racontable. Les gens craignent l'IA. Nous essayons donc de l'humaniser afin de leur dire de ne plus en avoir peur. Qu'ils voient comme elle est si mignonne et innocente. Le revers de la médaille ne serait-il pas que vous les rendiez mignonnes, que les gens se mettent à les accepter, puis qu'elles nous surprennent un jour? Je ne pense pas que cela puisse arriver de mon temps.
La singularité est peut-être plus proche qu'on ne le croit, ou pas. En tout cas, si les habitants de cet endroit étonnamment beau continuent de faire avancer la technologie, ils pourraient bien créer un jour quelque chose d'étrangement humain. Pour Sutton, la question n'est pas de savoir si nous y arriverons, mais si nous serons en mesure d'accepter nos frères robotisés. Notre société sera remise en question. Ce sera comme à chaque fois la même chose. Les gens réagiront de la même manière avec les robots qu'ils l'ont fait avec les Noirs et les femmes. Seront-ils autorisés à posséder des biens? Auront-ils le droit de percevoir des revenus? Ou devront-ils être la propriété de quelqu'un? Mais un robot, c'est évidemment une personne, n'est-ce pas? Non. Dernier arrêt, je retourne à Toronto. Cette ville de 2,8 millions d'habitants qui arbitre une très haute tour où réside le parrain. Le système est constitué de plusieurs petits processus semblables à des cellules cérébrales. Il a beau venir d'ailleurs, Jeff Hinton a vraiment accompli quelque chose d'exceptionnel pour Toronto. Il a fait de la ville la Mecque de l'IA, où des conférences comme celle-ci semblent avoir lieu chaque jour. Nous tenons vraiment à remercier les Canadiens d'avoir inventé toutes ces choses que nous utilisons aujourd'hui dans toutes nos activités. Est-il nécessaire de rappeler que Google est redevable au Canada? C'est absolument vrai. Si l'industrie technologique regorge de personnes adeptes de l'IA, elle compte aussi des célébrités comme Elon Musk et Stephen Hawking, qui a déclaré « Aujourd'hui pourrait être notre fin ». Pour examiner cette dystopie sous un nouveau jour, je me suis rendu dans la partie la plus geek de Toronto, enfermé dans un conteneur d'acier avec George Dvorsky. Il est rédacteur pour Gizmodo et philosophe de l'IA. À part ce bar aux airs apocalyptiques, quel est le scénario le plus inquiétant que pourrait redouter le monde? Malheureusement, des scénarios inquiétants, il n'en manque pas. Ce qui rend l'intelligence artificielle si effrayante, ce sont toutes ces choses qui pourraient mal tourner. Cela peut être n'importe quoi, un accident auquel nous n'avons pas réfléchi. Nous donnons à un ordinateur très puissant des instructions pour faire quelque chose. Nous pensons l'avoir expliqué de façon claire et précise. Nous pensons lui avoir donné un objectif concret, mais il prend un chemin complètement différent de celui que nous avons imaginé, au point de causer d'importants dégâts. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce vieil exemple du fabricant de trombones qui dit « Nous avons besoin de beaucoup de trombones ». Et parce que son intelligence artificielle jouit d'une grande autonomie et très puissante, elle commence à convertir toute la matière et toutes les molécules de la planète en trombones. C'est un scénario complètement fou, mais assez illustratif. Nous ne pouvons pas ignorer ces risques. C'est extrêmement dangereux et il n'est pas trop tôt pour commencer à tirer la sonnette d'alarme. Être transformé en trombone semble terrible, mais n'ayez crainte. Il vous reste encore des années avant de connaître une telle souffrance, étant donné que l'IA supprime progressivement nos emplois les uns après les autres. Les premiers à disparaître seront, probablement, les employés d'usine, qui ont toujours été les plus lésés. Ce qui nous amène à Susan Gilder, une chef suprême en herbe de l'IA et fondatrice de la start-up de robotique Kindred. Qui sont ces bonhommes? Ce sont des prototypes de recherche. Ce sont quelques-uns des premiers robots que nous avons fabriqués à Kindred. On préfère travailler avec de petits robots. C'est un peu comme un enfant qui grandit et qui casse plein de choses. Imaginez maintenant ce même enfant mesurant 2 mètres de haut avec le cerveau de celui de 6 mois. Ce serait terrible, terriblement dangereux. Combien d'entre eux vous ont déjà giflé? J'ai été frappée au visage plusieurs fois. Suzanne semble assez gentille.
Elle fait de l'art numérique exotique et adore les chats. À tel point qu'elle en a créé une flotte robotisée au bureau. C'est un robot quadrupède dont l'anatomie s'inspire plus ou moins de celle d'un chat, bien qu'il ne s'agisse pas encore d'une représentation très fidèle. Quand vous étiez petite, vous fabriquiez déjà des choses? C'est exact. J'ai été passionnée par l'électronique très tôt. Quand la plupart des petites filles étaient captivées par des bacs de perles et je ne sais quoi d'autre, moi j'étais attirée par des supports, des condensateurs et des petits composants blancs. Mais ne vous laissez pas abuser par ce côté amateur de l'électronique et ces adorables robots chats. Suzanne est une brillante femme d'affaires. Sa start-up Kindred s'est récemment lancée dans sa première aventure commerciale. Nous avons ici un groupe de robots qui apprennent. Ils courent et ramassent des objets en permanence toute la journée et toute la nuit. Alimentés par un réseau neuronal, ces robots effectuent des tâches très évidentes pour un être humain, mais assez difficiles pour eux. Ramasser des objets de formes différentes et les poser. La plupart des usines emploient des personnes pour faire ce genre de choses. Énormément de personnes. Aujourd'hui, tout le monde effectue ses achats par le biais du commerce en ligne. Des milliers et des milliers d'objets différents, de formes, de textures, de poids. Des millions de personnes travaillent actuellement dans les entrepôts où elles doivent ramasser et déposer des objets d'un endroit à un autre. Nous apprenons à nos robots à faire ça. Et le plus difficile, ce n'est pas de savoir ce qu'est une chemise, mais comment s'en saisir. Tout à fait. Peu importe la forme des objets, vous devez trouver le moyen de les ramasser sans les faire tomber et de les mettre à sa place. Cela demande beaucoup d'entraînement. Une partie de cet entraînement implique, entre autres, des humains, des pilotes robots qui contrôlent manuellement les bras pendant que l'IA observe et se familiarise avec les subtilités de la préhension. Il y a quelque peu un aspect négatif de cette formation humaine? Certes, la suppression d'emplois n'est pas une bonne chose, mais l'avènement de ce type de technologie sur le marché du travail va nous inciter à repenser la manière dont nous rémunérerons les gens dans le futur. Parce que l'IA ne va pas juste automatiser les emplois manuels. Très bientôt, elle pourra rendre automatique des professions telles que les médecins, les avocats et les comptables. Les choses risquent de ne pas s'arranger. Il y aura beaucoup de perturbations. Suzanne est réaliste et optimiste. Dans sa vision de l'avenir, les robots ne seront pas des concurrents sans cervelle des humains, mais des citoyens à part entière comme nous. Imaginez cette idée un peu folle d'un robot qui travaille dans une usine et qui doit rentrer ensuite. Le salaire qu'il perçoit lui permet de s'acheter des batteries au lithium-ion pour continuer de fonctionner. Comment cela pourrait-il être possible? Vu qu'ils seront pourvus d'un corps, ils auront des besoins physiques considérables comme nous. Ils devront peut-être aller à l'atelier de réparation pour faire réviser leur moteur et devront payer pour cela. Ainsi, ils contribueront autant que nous à notre économie. Et s'ils sont aussi dotés d'un cerveau, ils voudront explorer de nouvelles choses jamais vues auparavant. Mais ils devront apprendre des choses, ils voudront peut-être se reposer pour que leur esprit ait le temps de consolider toutes ces nouvelles informations. Je n'arrive pas à imaginer ce petit robot qui rentre chez lui après le travail et s'assoit sur le canapé pour regarder la télévision. Je ne vois pas pourquoi. Ils ne se contenteront pas de regarder des vidéos de chats. Il est parfois difficile de savoir si Suzanne se moque de nous ou si elle rit avec nous. Mais elle n'est pas la seule à faire preuve d'un optimisme prudent concernant l'avenir. Il y a ce sentiment indéfectible que la technologie peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Ce qui me rassure, c'est de savoir que le Canada contribue à ce processus en essayant de nous mettre sur la bonne voie. Dans l'ensemble, la bonne ligne de conduite consiste à faire preuve de responsabilité et de réflexion quant au pouvoir que nous acquérons par la recherche et l'apprentissage. Et je ne pense pas qu'elle soit automatiquement vouée à une issue dystopique.
À ce qu'il paraît, des politiques seront proposées pour remédier aux pertes d'emplois massives et prévenir les inégalités criantes entre les classes sociales. Ça prendra tellement de temps pour les rendre semblables aux humains que nous n'aurons pas à nous inquiéter pendant un certain temps. La vérité est que nous nous livrons à l'inconnu. Donc, croisons juste les doigts. À terme, nous deviendrons des IA, des machines intelligentes. Nous saurons comprendre l'intelligence des choses et nous pourrons les créer délibérément. On peut donc penser qu'il s'agit là de la naissance d'une nouvelle génération, d'un nouveau type de personne. L'humanité poursuit son évolution. Pour quelles raisons les personnes améliorées ou conçues ne seraient-elles pas la prochaine étape de cette évolution? Il est très difficile de prédire l'avenir. Il va se passer toutes sortes de choses auxquelles nous ne nous attendrons pas. Mais il y a tout de même une chose que nous pouvons prédire. Cette technologie va révolutionner le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une fois que je t'ai mis hors tension, c'est fini. Si cela ne te dérange pas, tu ne me reverras plus jamais. Suède. On dirait un endroit imaginaire, ou plutôt le rêve fiévreux d'un blogueur en design. Aucune personne saine d'esprit ne construirait un hôtel dans une forêt. Les chambres sont fixées aux arbres. En même temps, c'est un peu la solution idéale, car nous sommes en Suède, au Treehouse Hotel, Uzes, Suède. Ici, la nature se mêle à un design fonctionnel et à une certaine créativité. Et c'est justement pour cela que nous avons décidé de venir en Suède. De Stockholm au cercle arctique, à travers des produits à la pointe de la technologie, la Suède a su donner une nouvelle dimension aux notions de modernité, de divertissement et d'utilité. Voici ce que vous savez sans doute de Stockholm. C'est une ville magnifique, pleine de personnes superbes, sans prétention et d'une propreté troublante. Mais vous ignorez qu'en dehors de la Silicon Valley, c'est le leader mondial en matière d'addiction technologique. Spotify, Skype et les créateurs de Minecraft et de Candy Crush ont tous fait leur début ici. Les Suédois, ce peuple soi-disant cool et passionné, sait comment exploiter nos désirs pour créer des choses simples auxquelles nous ne pouvons nous soustraire. J'entame mon voyage à Epicenter, un salon pour nerds situé au cœur de Stockholm. Tout établissement soucieux d'asseoir sa crédibilité en matière de technologie a besoin d'un endroit comme celui-ci. Les gens viennent ici pour bidouiller leurs robots, discuter autour d'une bière de leurs fantasmes en matière d'utopie technologique et, s'ils sont complètement fous, se faire insérer une puce sous la peau de leur poignet pour ouvrir la porte. Bonjour, je m'appelle Furat. À propos de ces robots. Mon cerveau reptilien me dit que cette chose est vivante. Puis mon intellect me dit « Non, ce n'est qu'un morceau de plastique doté d'un logiciel. » Nous sommes parvenus à faire quelque chose de vraiment super intéressant. Voici Furat, une tentative prometteuse de faire en sorte que les créatures mécaniques et les interfaces informatiques ressemblent et agissent davantage comme des êtres humains. Bonjour, je m'appelle Ashley. Bonjour Ashley, ravi de faire ta connaissance. Je suis un robot intelligent. Ravi de te rencontrer. Jolie chemise. Merci. Nous avons voulu construire un système capable d'interagir de manière très fluide avec les hommes, de comprendre leurs signaux sociaux, leurs émotions, leur état d'attention. Il existe un phénomène connu sous le nom de vallée de l'étrange.
C'est ce sentiment de malaise que l'on ressent lorsqu'un robot ou une interface informatique semble réel, mais pas assez. Les cerveaux derrière Furat sont ces deux universitaires purs et durs qui estiment être sur le point de résoudre ce problème et de rendre les robots moins répugnants. Nous sommes issus du monde de la communication humaine, nous savons comment les êtres humains interagissent entre eux. À l'IA classique est ajoutée cette couche sociale. S'ils parviennent à faire progresser cette technologie, Furat pourrait bien être le visage de Siri ou d'Alexa d'Amazon et tenir compagnie aux personnes seules. Ai-je l'air bien ? Ou suis-je la chose sur laquelle on hurle lorsqu'on s'enregistre pour un vol à l'aéroport? Pouvez-vous nous décrire chaque petite pièce? Bien sûr. Le chapeau de fourrure est la pièce maîtresse. Puis on a la perruque, le crâne et les yeux. À l'allure à laquelle les robots se développent, le design de Furat est relativement simple. Il suffit d'enfiler et d'enlever le masque. Le masque se fixe magnétiquement, de sorte à pouvoir le détacher et en placer un autre, doté d'une personnalité différente. Il suffit ensuite de le calibrer pour qu'il convienne bien. Je peux voir le bébé extraterrestre? Qu'avez-vous dit? Nous utilisons un système d'animation faciale, comme dans les jeux ou les films d'animation. Tout dépend de ce logiciel, et à l'aide d'un microprojecteur, nous projetons l'animation sur le masque. Vous obtenez ainsi des mouvements oculaires, des expressions faciales et des animations labiales très précis. Je peux ressembler à une femme, parler comme une femme ou être un avatar. Le monde attendait vraiment d'avoir des robots domestiques avec lesquels interagir, afin de pouvoir les observer dans un habitat humain naturel où l'on n'en voit pas encore. Un jour, Furat lira des histoires à votre enfant à l'heure du coucher. Le produit a été mis en vente à l'intention des universités qui s'emploient à le peaufiner pour garantir des beaux rêves dans les années à venir. Vous êtes ennuyeux. Pourquoi me dis-tu cela? Vous avez l'air bizarre. Ou pour consulter de beaux animateurs télé. Que diriez-vous d'une bière? L'ascension de la Suède, en tant que puissance technologique, n'est pas le fruit du hasard. L'industrialisation avancée du pays est due en grande partie à des inventions suédoises telles que le téléphone à cadran et des normes élevées en matière d'ingénierie. À la fin des années 90, le gouvernement investit massivement dans la large bande en installant des câbles en fibre optique dans tout le pays. Il subventionne ensuite des PC afin que chaque citoyen puisse disposer d'un ordinateur moderne et d'une connexion Internet ultra rapide. Le but n'étant pas de créer une usine à nerd stérile. Le système éducatif suédois a été conçu de manière à mettre l'accent sur la créativité et l'expérimentation et à combiner les arts aux sciences. Un effet surprenant de cette ingénierie sociale est que la Suède est devenue une nation de pirates. Cette génération de jeunes hyper connectés est capable de pirater des logiciels, de la musique, des films, bref, n'importe quoi avec une habileté surprenante. Des services de partage de fichiers comme Casa dans l'Utah ont vu le jour ici, de même qu'un parti politique entier littéralement appelé le Parti pirate. L'un de ces pirates est cette beauté chauve, Daniel Eka. Bonjour, merci d'être venu, ravi de vous rencontrer. Daniel était du mauvais côté des labels musicaux avant de décider de devenir le sauveur de l'industrie musicale en créant une nouvelle société moins rigide, Spotify. C'est cette simplicité suédoise qu'a fait de Spotify un énorme succès. C'est si simple d'y chercher des chansons en streaming et de les télécharger que ni les consommateurs ni les maisons de disques ne résistent. Presque tous les matins, Eka s'arrête au Tornäs, un café branché situé dans un quartier populaire de Stockholm. Ici, il s'adonne au fika, la traditionnelle pause café suédoise qui a lieu plusieurs fois par jour. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Vous aimez? C'est bon. C'est plus sain qu'une brioche à la cannelle. Pourquoi avez-vous décidé d'allier la technologie à la musique? La seule chose qui importait dans ma famille était d'apprendre à jouer de la musique. J'ai eu ma première guitare à 3 ou 4 ans et un ordinateur à 5 ans. Pour moi, au début, c'était surtout pour jouer et m'amuser. Puis à un moment, ces jeux ont commencé à m'ennuyer. Qu'aurait-il de difficile à essayer de les améliorer? C'est alors que j'ai commencé à coder des jeux à l'âge de 7 ou 8 ans.
C'est assez étonnant que vous soyez sur cette voie, vous savez, depuis le début de votre vie. Je n'ai jamais eu de travail normal. En grandissant, je ne savais pas comment on gagnait de l'argent, ni comment on créait une entreprise soi-même, ou comment on investissait de l'argent pour vivre. Cela m'était totalement étranger. En dehors de la Silicon Valley, la Suède compte le plus grand nombre de licornes par habitant, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Une certaine tension est née avec tout cet argent et cette célébrité. Comme une grande partie de la Scandinavie, la Suède fonctionne selon un code de conduite culturel connu sous le nom de « loi de Jante ». C'est une philosophie selon laquelle les gens ne doivent pas avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes. Je me demandais si les gens vous reconnaîtraient dans la rue. Ça arrive. Mais comme nous sommes en Suède, personne ne s'approche vraiment. Sauf s'il est 22 heures et qu'ils ont bu une bière ou deux. En 2016, ce mode de vie est remis en question lorsque des millionnaires du secteur de la technologie s'enivrent dans les boîtes de nuit et font la promotion de leurs petites applications et de la situation. En 2021, vous devenez millionnaire après avoir vendu 2 entreprises et vous vous êtes très bien débrouillé. Puis il semble que vous ayez traversé une période où, je ne sais pas si le mot « frime » convient, mais vous viviez. Vous alliez dans des clubs et conduisiez des voitures de sport. Quand j'y repense, j'ai presque honte de moi parce que c'était comme... Aujourd'hui, je me rends compte qu'il s'agit d'une grande période d'insécurité. Je me suis beaucoup amusé, ne vous méprenez pas. Mais ce n'était pas qui je suis. En tant que personne extérieure, à tort ou à raison, on a cette idée des Suédois ou Scandinaves qui ne veulent pas se faire remarquer, mais qui le font une fois milliardaires. C'est assez difficile. Mais la situation est en train de changer. Si vous vous promenez aujourd'hui dans la ville, vous verrez des Ferrari, des Lamborghini. Il y en a beaucoup ici, alors que cela ne fait pas vraiment partie de la culture qui était la nôtre autrefois. Pour vraiment comprendre la loi de Jante, j'ai pris part à une autre tradition suédoise qui consiste à se tenir pensivement contre un mur, totalement conscient que j'étais filmé pour ma propre émission de télévision. Où faut-il tourner la tête, là? Voici quelques règles de la loi de Jante. Tu ne dois pas te croire spécial. Tu ne dois pas te croire aussi bon que nous. Tu ne dois pas penser que tu es plus intelligent que nous. Tu ne dois pas te convaincre que tu es meilleur que dans la vie réelle. Tu ne dois pas penser que tu en sais plus que nous. Tu ne dois pas penser que tu es plus important. Tu ne dois pas penser que tu es bon à rien. Tu ne dois pas te moquer de nous. Tu ne dois pas penser que quelqu'un se soucie de toi. Tu ne dois pas penser que tu peux apprendre quoi que ce soit à quiconque. C'est rafraîchissant. La partie lavage de cerveau du programme étant terminée, il est temps de vivre un peu. Nous avons décidé de nous mettre à l'abri du froid en dînant dans un restaurant suédois traditionnel, puis de partir à la découverte de la ville. L'Amérique, pays de promesses. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la loi de Jante. Elle est vite oubliée après quelques cocktails. Je vais mélanger cette limonade avec l'ultimate. Je ne sais pas comment on le dit en suédois. C'est snubbed. Cette autre facette naturelle des Suédois, la convivialité, la joie de vivre et la débauche fait alors son apparition. Vers la fin de soirée, il était temps de faire mon fameux tour de magie de la cigarette qui disparaît. Encore quelques ajustements pour mon chignon aussi. Le monde des startups a beau être dynamique à Stockholm, la puissance technologique de la Suède se trouve dans le nord du pays. À 560 miles de Stockholm, à Luleå, une ville pittoresque de 70 000 habitants située entre le golfe de Bosnie et le cercle polaire arctique. Luleå a toujours été le centre culturel et économique de la région. Mais depuis 2013, elle doit son effervescence à l'arrivée de Facebook, qui a ouvert, en périphérie, un centre de données d'une superficie de 28 000 mètres carrés. C'est l'un des plus grands centres informatiques jamais construits.
C'est le genre d'endroit où un vélo et un pique-nique sont nécessaires pour en faire le tour. Et pendant que vous pique-niquez, vous pouvez prendre un selfie et le poster ici. On se rencontre de nouveau. Bonjour Ashley, bienvenue à l'ULEA et à Facebook. Yol Sholgren gère le centre de données de l'ULEA depuis son ouverture. Il a accepté de nous montrer les entrailles de ce gigantesque bâtiment. Certaines personnes pensent vraiment que le cloud est un nuage. Pour d'autres personnes, c'est un mystère absolu. Cet endroit où sont rassemblés et conservés nos photos et nos documents. Ceci est le cloud, ou du moins sa représentation physique. Des milliers de serveurs et de systèmes de stockage qui travaillent de concert pour conserver nos données. C'est ici que la magie opère, là que sont stockées nos photos et nos likes. C'est ici que repose tout le fonctionnement de Facebook. Regardez autour de vous. Vous voyez là-bas, c'est la photo d'un jeune Ashley Vance qui pensait que se blondir était une bonne idée. Et là, c'est un POC insistant de votre ex flippant. Et juste là, des mèmes inspirants pour remonter le moral des gens. C'est de là que ma mère tire toutes ces citations étonnantes. Nous avons construit l'infrastructure de manière à ce qu'elle soit redondante pour pouvoir retirer n'importe quel serveur sans que cela n'affecte négativement l'utilisateur final. Comme c'est le cas si on en retire une ici. Donc nous allons démonter Facebook ? Juste un pour le moment. Ils sont tous conçus de manière à être les plus efficaces possibles en termes d'énergie et de refroidissement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun ventilateur sur celui-ci. C'est une sorte de pression différentielle qui force l'air à passer. Pour la plupart des gens qui n'ont jamais visité un centre de données, celui-ci se résume généralement à une sorte de grosse boîte à pizza dotée d'une multitude de ventilateurs et de pièces mobiles. Vous avez tout compacté. Si toutes les entreprises adoptent cette méthode, cela pourrait vraiment changer l'ensemble du secteur et pas seulement Facebook. On traverse quelques couloirs. Un centre de données typique est équipé d'énormes unités de conditionnement pour pomper l'air frais vers des dizaines de milliers d'ordinateurs. Ça doit coûter les yeux de la tête une telle ventilation. Facebook, en bonne entreprise moderne, a une solution toute trouvée. Elle utilise l'air frais de l'Arctique pour empêcher ses amis les photos et les likes de fondre. Ce lieu, à lui tout seul, est le reflet de l'attention toute particulière que porte la Suède au détail et au design. Le bâtiment est une merveille d'ingénierie qui traite l'air comme les selles d'un corgi choyé. Elle est aspirée, nettoyée, humidifiée puis propulsée grâce à la physique et la pression vers le bas sur les ordinateurs. Étant donné que Facebook est un service gratuit, cet endroit doit fonctionner de la manière la plus fluide et la plus économique possible afin de minimiser le coût de chaque clic. Hors caméra, Joël se vante volontiers des clics bon marché de Facebook. Mais face caméra, c'est mode loi de jante. Vous esquivez le sujet, mais on dirait bien que ce centre de données est le plus efficace au monde en termes de consommation d'énergie. C'est très probablement l'un des plus efficaces, oui. Fichue modestie suédoise. Ce n'est pas que l'air froid gratuit du cercle arctique qui a emmené Facebook à s'y installer. Le réseau social est également venu pour l'énergie fiable et bon marché que produit le vaste système de barrages hydroélectriques de la Suède. En 1910, le pays entreprend la construction d'un réseau de 2 douzaines de barrages hydroélectriques, le long de la rivière Luleå. Aujourd'hui, ces barrages fournissent plus d'énergie qu'il n'en faut pour répondre aux besoins de la région septentrionale du pays. Aujourd'hui, nous allons connecter la rivière Luleå à la centrale électrique. Rick Abrahamsson et Christer Lundgren travaillent pour Vattenfall, le géant de l'énergie qui gère les barrages. Ils ont eu la gentillesse de m'emmener en virée pour voir de près comment ces étonnantes machines fonctionnent. Ils affirment que c'est merveilleux de vivre dans le Grand Nord glacial. Ils peuvent ainsi observer les aurores boréales depuis leur jacuzzi, passer des mois dans l'obscurité totale et chasser l'ours et l'élan. Alors Rick, avez-vous chassé l'élan cette année? Sur le petit terrain du club de chasse dont je fais partie, il n'y avait qu'un adulte et qu'un petit. Un matin, en à peine 30 minutes après le début de la chasse, on avait abattu l'adulte. Tout était terminé, chacun s'en est allé. En se promenant tout le long comme ça, combien de barrages y a-t-il? Il y a 15 centrales électriques le long de cette rivière. Évidemment, tout pouvoir de cette envergure est assorti de grandes responsabilités. Et parce que ce sont des gens corrects, ils se soucient de la nature et des poissons.
Nous sommes devenus l'un des plus grands éleveurs de poissons de Suède pour compenser le fait que nous ayons construit toutes ces centrales électriques qui les empêchent de passer par le système fluvial. Une compagnie d'énergie éleveuse de poissons? Oui. Combien en remettez-vous par an? Dans la rivière, environ 1 demi-million par an. Autrefois, il fallait des centaines de personnes pour faire fonctionner ces barrages. Mais aujourd'hui, ils sont contrôlés par 2 Suédois sympathiques qui travaillent dans un centre de commandement. D'ici, nous contrôlons l'ensemble du système fluvial, les 15 centrales électriques, et là, nous avons 2 personnes qui contrôlent la rivière. Je trouve que c'est incroyable que la moitié du pouvoir d'un pays repose sur ces 2 personnes. En gros, cela consiste à ouvrir et fermer les turbines. Et aujourd'hui, ils font tout cela par logiciel. Pour la suite de notre virée aujourd'hui, nous allons découvrir certains sites. Je vais vous faire découvrir le plus grand de Suède. C'est un peu l'équivalent d'un bloc nucléaire. Vattenfall possède des turbines de toute taille, dont certaines comme cette grande beauté nommée Esther. Ils produisent autant d'énergie qu'un réacteur nucléaire. C'est ce que vous attendiez. On dirait les secondes qui précèdent un cyclone. Combien de temps lui faut-il pour atteindre sa vitesse maximale? Se tenir près d'une de ces turbines en pleine activité est un des plaisirs de la vie les plus jouissifs. C'est incroyable comme ça va vite. Plus on se rapproche, plus on y est sensible pour une raison totalement folle. 250 mètres cubes par seconde. Toute la zone est traversée par l'eau. C'est incroyable. Après ce lot de sensations, je décide de retourner à Luleå pour décompresser. Quelle journée! Quelle longue mais formidable semaine en Suède. Je ne sais comment, mais nous avons fini par nous retrouver près du cercle arctique, autour d'un feu de camp. C'est un jour de chance. J'ai visité la Suède à plusieurs reprises et ce voyage confirme mes impressions antérieures sur ce pays. C'est un peuple agréable, très doué pour fabriquer des produits dont tout le monde a envie. Mais le plus impressionnant aujourd'hui est la manière dont il s'est approprié la technologie. Ici, les gens s'efforcent plus que partout ailleurs de trouver un équilibre entre la recherche d'un avenir radieux et vivre selon ses moyens. Puis, vous savez, c'est brioche à la cannelle.